Donc déjà, bienvenue et merci de participer ou de prêter attention à cette conférence en ligne qui porte donc sur l'innovation juridique et donc pour vous proposer 4 clés pour intégrer l'innovation dans votre quotidien. Donc pour cette présentation, donc on est trois. Donc je suis accompagné de Anne-Hélène Amonique, donc qui a fondé la société Facilo, qui permet aux professions juridiques d'être plus performants, à la fois pour produire mieux et à moindre coût, et également sur le plan de la communication et pour développer son chiffre d'affaires. Ensuite, donc, maître Stéphanie Maré-Batardière, qui est avocate, qui a fondé le cabinet Cabios. Donc, par son activité d'avocate, elle accompagne les dirigeants d'entreprise et en parallèle, elle accompagne les professionnels du droit pour mettre en place dans leur structure la méthode Legal Design et pour être plus accessible auprès de leurs clients. Et enfin, moi-même, qui suis donc cofondateur de la société ILO, qui développe une solution de gestion de fonds documentaires et d'automatisation et de suivi de production contractuelle donc pour les professionnels du droit. Donc on peut commencer déjà par une petite définition de ce qu'est l'innovation juridique pour nous. Donc pour nous, c'est vraiment au sens large. En général, on a une première. Alors je vois qu'il y a un manque de son pour un des participants. Peut-être qu'on peut y remédier au fil de l'eau. J'entends dans le. Nous n'avons plus de son. Voilà. Donc Ah, on va c'est résolu. Voilà, C'est c'est résolu. résolu. Donc, Ouais. impeccable. Donc voilà, on a une première idée reçue sur l'innovation en général que c'est forcément technologique. Or, ce n'est pas le cas puisque l'innovation, c'est simplement apporter quelque chose de nouveau dans son quotidien. Donc, ça passe, selon nous, plutôt par un nouvel état d'esprit qui doit être centré d'abord sur le client et ses besoins et également, du coup, sur les besoins des collaborateurs. Et pour ce faire, il y a des solutions qui sont non technologiques et qui se prêtent particulièrement donc, à l'activité juridique, qui est notamment le legal design. Donc, on aura l'occasion d'y revenir par la suite. Donc, selon nous, la démarche gagnante, c'est plutôt une innovation incrémentale, c'est-à-dire y aller petit à petit plutôt qu'une innovation disruptive, c'est-à-dire que d'un coup, vous allez chambouler la totalité de votre fonctionnement. Et dans ce type de cas, on est plutôt tenté à faire ça en se disant on fait table rase, on change de fonctionnement. Et en réalité, c'est plutôt une démarche qui n'est pas forcément gagnante dans le temps, puisque vous avez de plus fortes tendances à vouloir revenir à l'ancien fonctionnement. Donc, on est plutôt sur une amélioration continue. Et donc, pour approcher ce sujet très concrètement, on a identifié donc 4 freins qui sont les points de blocage principaux pour se mettre à l'innovation, qui sont donc, comme vous l'avez peut-être suivi sur la communication autour de ce webinaire, que le métier d'avocat ou de juriste, c'est toujours fait comme ça, que vous allez perdre du temps plutôt que d'avancer sur vos dossiers, que ça va nécessiter un investissement financier très conséquent. Et enfin, du coup, peut-être le début de la démarche, c'est que vous ne savez pas par où commencer parce qu'il y a énormément d'options qui sont sur la table. Donc, on va pouvoir adresser et discuter sur ces 4 freins pour vous permettre de les appréhender non plus comme des blocages, mais plutôt comme des leviers d'optimisation et d'amélioration de votre fonctionnement quotidien. Pour ça, il va y avoir un petit sondage, une petite question qui va vous être posée, à laquelle vous pouvez répondre pendant qu'on commence la discussion. Voilà, j'ai lancé le sondage. Super. Donc, on va commencer par le premier frein, qui est le métier de juriste, c'est toujours fait comme ça, par Stéphanie et Anne-Hélène. Donc. Alors, effectivement, en fait, la société, elle évolue. La transformation, elle est déjà engagée, voire même achevée dans quasiment tous les autres domaines des entreprises. Or, la difficulté des juristes aujourd'hui, qu'est-ce que vous rencontrez? En fait, c'est que vous êtes un peu déformé par le droit que vous avez appris, puisque en fait, votre rôle, c'est généralement de sécuriser les processus. Or, c'est pas en général ce qu'on attend d'innovateur. Et puis, un petit peu pour votre défense, vous n'avez pas appris parce que ça soit à l'université ou à l'école d'avocat, l'innovation était, alors tout du moins il y a encore assez peu de temps, assez peu enseignée.
Néanmoins, voilà, c'est pas une fatalité. On peut se demander finalement si ça vient pas des avocats, des juristes, etc. D'où viennent ces demandes si c'est pas les vôtres? Eh bien, elles viennent généralement des parties prenantes. Donc, qu'est-ce que c'est une partie prenante? Donc, ça peut être un client, un tiers, un collaborateur. Voilà, donc c'est des demandes extérieures. Pourtant, l'innovation au sens large, elle donne des opportunités de différenciation qui sont assez exceptionnelles et qui sont même indispensables dans un univers extrêmement concurrentiel. Donc, les confrères, les experts comptables, les legal tech, voilà, il y a pas mal de choses à ce sujet. Et donc, par la force des événements actuels, parce qu'en 2020, voilà, l'année a été un petit peu chamboulée du point de vue sanitaire, l'adaptation du fonctionnement a bien été possible. Effectivement, donc pendant le premier confinement, on peut dire qu'on a en quelque sorte changé le pansement. Ça a été un petit peu brutal pour certains parce qu'il a fallu s'arrêter du jour au lendemain de travailler de manière un petit peu classique. Et maintenant, l'idée, si Stéphanie, tu peux avancer éventuellement, voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a changé le pansement de manière un peu brutale, eh ben, il vaut mieux penser le changement et construire l'avenir ensemble, voilà, pour envisager les choses et ne pas se retrouver un petit peu démunis selon des situations qui sont nouvelles. Donc, c'est l'opportunité de prendre le train pour ne pas être dépassé et passer à côté de moyens de se développer et de renouveler. C'est finalement, il faut voir ça comme une opportunité, transformer quelque chose d'un peu compliqué en opportunité. Oui, tout à fait. Et puis, au final, les legal tech qu'on a qualifiés tout au début comme les braconniers du droit, c'est ce qu'ils ont fait en fait. Ils ont été très, très pragmatiques et on a pu leur dire, au final, c'était facile pour eux d'innover parce qu'ils n'avaient pas forcément les contraintes déontologiques que nous, on peut avoir en tant que professionnels du droit. Mais en réalité, c'est qu'ils ont fait tout ce que les entreprises hors métier du droit font, c'est vraiment se centrer et se tourner vers le client. Et en tant que professionnel du droit, on a souvent un petit peu de mal à le faire. J'aime bien cette image de la montagne où finalement, en tant que professionnel du droit, on est vraiment tout en haut de cette montagne. On est vraiment les experts, les sachants. Et puis, au pied de cette montagne, on a nos clients ou les opérationnels aussi dans les entreprises qui ont leur quotidien, qui savent très bien qu'on existe. Ils ont aussi davantage accès au droit aujourd'hui avec Internet, mais ils ont parfois une certaine crainte et appréhension de s'adresser à nous parce qu'on peut encore faire peur avec notre jargon juridique. Stéphanie, pardon, est-ce que tu peux rapprocher un tout petit peu ton micro? Visiblement, on t'entend moins bien. Ah, merci. Je crois qu'il y a un problème de son qui n'a pas encore été résolu. Ah, d'accord. Bon, j'espère que ça va aller mieux. Merci de ce retour. Et donc, de mon côté, moi, en tant qu'avocat, j'ai décidé de recourir au legal design parce que j'ai trouvé que c'était un bon moyen finalement de me rapprocher de mes clients en ayant une approche beaucoup plus visuelle et en abandonnant ce jargon juridique. Alors, je n'ai pas fait ça toute seule puisque je travaille avec une designer, Sabine Bertrand, qui m'accompagne pour faire tout cela. Mais il y a vraiment une volonté de se rapprocher du client et le legal design, pardon, il est vraiment fait pour ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, les hommes sont profondément visuels. Vous voyez sur ces statistiques, 50% du cerveau qui est dédié à la vue. Les récepteurs sensoriels, ils sont localisés à 70% dans les yeux. Et voilà, on sait très bien qu'une scène visuelle, on l'appréhende très rapidement. Et on mémorise en général 80% de ce que l'on voit. Donc vous voyez que passer d'une consultation en Time New Roman à 11 à quelque chose d'un peu plus visuel, ça peut changer l'appréhension et faire un pas pour qu'on se retrouve un peu au milieu de cette montagne et pas chacun un en haut et l'autre en bas. Alors, pour vous donner des exemples concrets, voilà à quoi peut ressembler Legal Design. C'est vraiment qu'à titre d'exemple pour illustrer. Vous voyez une convention d'honoraires, on peut la rendre beaucoup plus visuelle. Et je dois dire que depuis que j'utilise des conventions d'honoraires qui sont comme ça visuelles, qui peuvent détailler les différentes étapes, eh bien, honnêtement, les clients acceptent davantage et sont ravis. C'est, j'allais dire, presque
3 fois sur 4, j'ai une remarque sur vos conventions d'honoraires, elles sont sympathiques, faciles à comprendre, elles sont claires et on sait où on va. Et notamment sur les questions de prix, ça peut être aussi assez important de donner de la clarté aux futurs clients et donner tout de suite une image qui soit accessible. Et puis après, en cours d'accompagnement, vous voyez que j'utilise, c'est plus les éléments qui sont sur la droite, des éléments visuels, des outils vraiment collaboratifs qui vont me permettre d'échanger sur des sujets techniques, mais en abordant les choses un peu différemment que simplement en abordant les clients avec des projets de contrat qui sont d'ores et déjà rédigés ou des consultations qui sont uniquement en texte. Donc voilà, cette première clé, en fait, pour passer éviter de se dire que le métier s'est toujours fait comme ça et qu'on ne peut rien changer, c'est changer de posture et avoir un regard neuf et curieux sur les pratiques que l'on a aujourd'hui et comment ça peut se faire aussi dans d'autres métiers, aller chercher un petit peu à s'enrichir de ce que font d'autres professions, évidemment en respectant les règles qui sont les nôtres, mais on a un champ des possibles qui est assez intéressant. Très bien. Donc, on peut passer donc au deuxième frein qui est l'idée d'innovation forcément chronophage et au détriment d'avancer sur les dossiers, sur le travail qui est urgent. Alors, évidemment, il faut garder à l'esprit que tout investissement, puisque c'est vraiment comme un investissement en temps qu'il faut le voir et pas comme une perte de temps, ça nécessite bien sûr un premier engagement avant d'en voir les effets positifs. Ceci dit, les innovations, donc que ce soit technologique par de l'automatisation ou le legal design, elles s'adaptent de plus en plus et elles s'adaptent de toute façon à votre manière de travailler. L'idée, c'est pas de venir et de vous proposer un fonctionnement qui n'a rien à voir. Du coup, c'est contraire à ce que on avançait dans notre introduction. Donc, il faut bien garder à l'esprit que les solutions, elles vous accompagnent au quotidien et elles s'adaptent à votre manière de travailler. C'est le principal. De toute façon, aucune solution en fait n'a de succès si elle vient absolument contredire tout le fonctionnement qui existe déjà. Il faut garder ça à l'esprit. Et ces solutions, elles s'améliorent avec le temps. Évidemment, les solutions notamment d'automatisation, quand elles sont sorties au départ, je pense plutôt aux grands éditeurs historiques, c'était très compliqué, c'était hyper long pour pouvoir automatiser des documents, pour intégrer du contenu, pour le modifier, etc. Maintenant, les nouvelles solutions qui sortent, et je le vois du coup, nous au sein d'ILO, il y a un énorme travail qui est fait justement pour améliorer ce retour sur investissement, que ce soit en temps ou financier, on en viendra sur le point suivant, pour vous faciliter la tâche, faire que ça soit le plus rapide possible à intégrer dans votre quotidien. Donc, vraiment, gardez à l'esprit que ces solutions, elles sont faites pour vous et qu'elles s'adaptent à votre manière de fonctionner. Alors, évidemment, vous allez passer plus de temps sur un contrat ou sur un dossier si vous devez construire ou alimenter cette solution d'automatisation, par exemple, pour la production juridique. Mais pour la fois suivante, vous allez diviser par 2, par 3, voire plus, le temps que vous allez y passer. Et donc, vous allez pouvoir passer ce temps plus sur le fond du dossier qu'à compiler votre document ou à ajuster votre modèle. Donc ça, c'est une première chose. Il faut le voir comme une première étape pour avoir les effets assez rapidement, comme je le disais maintenant. Et sur l'intégration du contenu aussi, qui est évidemment un sujet. Toutes les solutions maintenant s'appuient sur votre fond documentaire, donc il n'y a aucune notion de standardisation dans l'automatisation. Et nous, chez ILO, par exemple, on développe de plus en plus de fonctionnalités qui vous permettent de faire cette intégration et de modéliser votre raisonnement juridique le plus rapidement possible. Donc ça évolue vraiment à vitesse grand V. Et donc, comme je le disais, je le vois au sein d'ILO plus particulièrement. Et donc, très rapidement, vous pouvez avoir des résultats sur le court et moyen terme. Et c'est une période qui se réduit au fur et à mesure des évolutions et de l'innovation. Une chose à garder en tête aussi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de vous faire accompagner. Quand vous choisissez, par exemple, un outil ou idem sur le legal design, il ne faut pas avoir peur de se faire accompagner pour avoir les bonnes pratiques
Et ça va aussi raccourcir le temps où vous pourrez constater votre retour sur investissement. Je pense que tu peux donner un petit peu de concret aussi, Stéphanie, avec ton expérience personnelle. Oui, tout à fait. Moi, je me suis installée à mon compte en 2013 et depuis ce moment-là, j'ai toujours cherché en réalité à tester des nouveaux outils, peut-être parce que je suis assez réceptive à ça, mais en réalité, pas forcément en cherchant dans les solutions que juridiques, comme tu disais, des éditeurs un peu classiques auxquels on a l'habitude de se référer, mais en allant aussi dans les différents outils que les entrepreneurs et que les dirigeants utilisent, parce que faut aussi se mettre en tête que même si on est profession libérale, on est aussi dirigeant d'entreprise et à ce titre-là, comme les autres, on doit aussi chercher à optimiser notre temps et celui de nos équipes. Donc, pour vous donner des exemples d'outils, moi j'utilise un outil de gestion de tâches pour les équipes, un logiciel de saisine de temps, de l'automatisation de contrats aussi. Et en fait, le fait de commencer à utiliser ces outils-là, ça a cette vertu qu'on commence à standardiser les choses. Alors, pas que l'on soit dans une phase où on livre des choses de façon automatique, mais on sait que dans nos métiers, il y a beaucoup de choses qui sont répétitives. Et l'objectif, c'est vraiment de cibler ces aspects répétitifs pour cela pouvoir les automatiser et là, gagner du temps, se dégager du temps, en fait. Et je l'ai vu aussi avec le confinement, le fait d'avoir d'ores et déjà mis en place des outils, mais en fait, ça a simplifié la mise en place du télétravail. L'organisation, elle était déjà en place. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas encore creusé ça, ça peut être compliqué, mais ça permet de se dégager du temps, d'éviter les erreurs humaines, parce que souvent, on se dit, on envoie un mail, je ne sais pas, de confirmation de rendez-vous, ou on explique à un client la liste des documents qu'il doit nous fournir. Mais tout ça, en réalité, on le répète plusieurs fois, alors que si on avait déjà un mail tout prêt en fonction des différents accompagnements que l'on propose, c'est déjà un gain de temps. Et ça permet aussi aux équipes de savoir, de mieux maîtriser aussi quel type de mail l'assistante va envoyer et de co-construire comme ça au sein de l'équipe des procédures métiers qui ne sont pas forcément l'aspect juridique, mais tout ce qui va autour, hein, tout ce qui gravite autour finalement de la gestion client quelque part et qui permet là d'avoir vraiment une plus-value et de se dégager du temps. C'est comme ça que j'ai réussi à pouvoir innover avec les aspects legal design, c'est en me dégageant du temps. Alors après, comme il y a un peu plus de clients, du coup, c'est un peu... faut toujours trouver des solutions pour toujours gagner du temps. C'est pas une science exacte, mais en tout cas, vraiment, ça permet une réelle efficacité au quotidien et une meilleure gestion, je trouve, globale du cabinet, puisque chacun sait ce qu'il doit faire, à quel moment et quel modèle utiliser. Et ça, c'est vraiment appréciable et ça donne aussi de la cohésion au sein de l'équipe et ça donne une image aussi harmonieuse vis-à-vis de l'extérieur, en fait. Et tous ces éléments-là, ça permet de gagner en valeur et en notoriété. Donc cette clé numéro 2, c'est bien d'analyser donc très concrètement les tâches qui sont les plus chronophages pour vous et trouver donc les solutions qui vous feront gagner en efficacité en ayant vraiment à l'esprit de pouvoir séquencer. Comme on disait, la démarche gagnante, c'est plutôt d'y aller pas à pas et ça se ressentira également sur l'investissement de temps qu'il faudra faire au départ. Si c'est bien séquencé, évidemment, l'investissement pourra être étalé dans le temps et ça vous paraîtra moins lourd à un instant T. Donc, on peut passer, je pense, au frein numéro 3, qui est donc un investissement financier qu'on imagine conséquent. Alors, ces dernières années, l'innovation s'est démocratisée aussi sur le juridique. Et donc, c'est plus forcément réservé aux grosses structures, aux gros cabinets, comme ça l'était auparavant, avec des licences annuelles extrêmement coûteuses, tout en bloc, avec donc obligation de prendre l'ensemble des fonctionnalités, qu'elles soient utiles ou non. Et c'était la même chose il y a quelques années, encore une fois, pour les sites Internet, par exemple. Uniquement les gros cabinets, les grosses structures avaient un site Internet parce que ça coûtait extrêmement cher. Entre-temps, ça s'est démocratisé. Maintenant,
Je ne connais pas un seul avocat qui n'a pas au moins un site vitrine. Et donc, sur les solutions qui sont à votre portée, c'est la même chose maintenant. Les investissements ne sont pas aussi conséquents qu'avant et on peut faire énormément de choses avec un petit peu de bon sens et en ciblant d'abord comment dire, les tâches qui peuvent être automatisées ou rendues plus efficaces. Et je pense que d'ailleurs, il faut privilégier les outils qui sont avec option, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait l'état des lieux sur qu'est-ce qui vous paraît le plus urgent à optimiser pour vous dégager du temps sur autre chose, il faut privilégier des outils qui vous permettent d'abord des fonctionnalités basiques qui répondent très précisément à votre besoin et sur lesquelles vous pourrez rajouter des options au fur et à mesure que vous allez vous dégager du temps, que vous serez plus efficace, etc. Et ça vous permet aussi de limiter l'investissement au départ en répondant vraiment très précisément à votre besoin. Et d'ailleurs, il y a énormément de solutions maintenant qui sont sur ce créneau, sans parler des solutions qui existent en freemium, c'est-à-dire que vous avez quelques fonctionnalités cœur qui sont gratuites et au-delà d'un certain seuil d'utilisation, vous allez passer sur des versions payantes. Mais déjà, ça vous permet de faire énormément de choses pour un petit budget et de pouvoir faire évoluer la solution et les besoins que vous attendez de cette solution au fur et à mesure. Et effectivement, alors moi, je le vois dans mon quotidien, puisque j'accompagne aussi bien des avocats individuels que des grosses structures. Et effectivement, l'avantage aujourd'hui, c'est que les solutions, elles sont pour beaucoup accessibles à tous, y compris aux petites structures, ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant. Alors aujourd'hui, il y a à peu près encore 40% des avocats, par exemple, qui n'ont pas de site internet, même un site vitrine, malheureusement. Et la réponse qu'on me fait souvent, c'est oui, mais c'est compliqué et c'est cher. Alors, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Et moi, je suis assez persuadée qu'il faut avoir une approche plutôt par le gain plus que par le coût. Par exemple, si je vous dis qu'avec un calcul simple, ce que je fais régulièrement avec mes clients, en communiquant mieux vis-à-vis de vos prospects, vous pouvez générer, par exemple, je donne un chiffre au hasard, hein, peu importe, vous ferez votre propre calcul, que vous pouvez générer 30 000 € de chiffre d'affaires en ayant un coût de site internet qui est par exemple de 2 000 €, finalement, si on met les deux en corrélation, est-ce que c'est pas terriblement efficace? Donc, ça permet voilà, de vraiment avoir cette approche combien je peux gagner si je mets ça en œuvre. Et en fait, on se rend compte qu'avec, comme tu le disais Aurélien, avec du bon sens et en allant regarder les outils effectivement pas forcément que ceux réservés aux avocats, on peut trouver vraiment des solutions intéressantes, y compris quand on est un avocat individuel ou une petite structure. Donc, faut vraiment voir ça, je pense, comme une vraie opportunité. Aujourd'hui, c'est pas réservé aux grandes structures, loin de là. Donc, on peut passer, je pense, à la clé numéro 3. Donc voilà, l'idée, c'est de prioriser l'investissement pour créer rapidement plus de valeur ajoutée. Donc, ça peut être un gain de productivité, d'image, d'accessibilité, etc. Et donc, profiter de la démocratisation de la technologie. Alors, des outils, je pourrais en citer plein, j'anime régulièrement des webinaires là-dessus. Par exemple, permettre à vos clients de prendre des rendez-vous en ligne. Vous avez Calendly, Booking. Pour le CRM, moi je l'utilise et je crois que vous aussi, Stéphanie Aurélien, j'utilise HubSpot, la gestion de projet, il y a Trello, enfin il y a énormément d'outils qui existent. Donc il ne faut pas hésiter à s'en saisir, à aller regarder ce qui existe. C'est vraiment, encore une fois, une vraie opportunité. On peut passer, je pense, au frein numéro 4. Alors, je ne sais pas par où commencer. Et justement, je me permets de faire un petit, je ne sais pas si on peut partager peut-être, Stéphanie, le sondage auquel vous avez répondu. Ok, il est peut-être partagé. Super. Alors, effectivement. Encore partagé, a priori. Ok, et ben super. Alors, quel est le frein qui vous parle le plus par rapport à l'idée d'innovation dans vos pratiques métiers? À 67%, vous avez répondu « Je ne sais pas par où commencer ». Donc, effectivement, c'est souvent ce qui manque, moi, quand je rencontre mes clients. Il y a beaucoup de projets,
un tout petit peu en pêle-mêle, voilà, dans un sac un peu obscur, sans aucune priorisation. Donc, le premier axe pour moi, et c'est encore une fois mon quotidien, c'est de déterminer la feuille de route qui soit séquencée et claire avec une priorisation. Il faut arrêter en fait de prendre ces décisions le matin en se levant. Alors, d'où vient le vent? Ah, je pense que peut-être, je suis en Bretagne, hein, donc fonctionne pas mal par rapport au vent. Voilà, on peut pas piloter un cabinet, une étude sur juste des feelings et des intuitions. Il faut avoir un vrai plan. Stéphanie, je ne sais pas si tu as un avis sur la question. Oui, alors là, avec la démarche du legal design, je ne vais pas du tout aller à l'encontre de cela, et encore moins Sabine, si elle était à mes côtés, puisque dans la démarche d'innovation, bien souvent, on utilise le design thinking, hein, qui est une méthode utilisée par les designers et par extension aussi par les dirigeants et tous ceux qui sont dans une démarche d'innovation. Et en fait, cette méthode, elle se base énormément sur le besoin client, puisque c'est le point de départ indispensable. C'est de se questionner de quoi a besoin mon client. C'est vrai qu'on a tendance à se dire il a besoin de droit. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'il vient chercher chez nous. Il sait il vient pour ces compétences-là chez nous, mais il a besoin surtout de résoudre un problème, une difficulté qu'il a, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, mais il vient vraiment surtout résoudre ce problème-là. Et la démarche de Legal Design, c'est pas du tout mettre en place un outil comme ça parce qu'on trouve que c'est joli, hein, parce que Legal Design, c'est pas juste des jolis dessins, c'est vraiment de se dire à quoi ma réflexion visuelle va servir et va faciliter la vie de mon client. Et si je lui facilite la vie, en fait, ma prestation, elle va gagner en valeur. Donc, il va revenir me voir plus souvent plutôt que juste me voir au sommet de ma montagne pour reprendre le sujet de tout à l'heure. Et ce visuel que vous voyez, c'est un peu ça. Notre client, il a des lunettes avec ses problématiques. Nous, on a cette vision du droit. Et en fait, le legal design, on peut voir ça un peu comme des lunettes 3D qui nous permettent au final d'avoir, en tant que professionnel du droit, bien sûr notre vision juridique, on n'a pas du tout à l'abandonner puisque le client, encore une fois, il vient pour ça, mais aussi d'avoir la vision client. Et c'est vraiment ça qui va changer les choses. Avec Sabine, on a accompagné récemment une entreprise d'assurance et ils ont une procédure interne qui permet aux opérationnels de les consulter sur la mise en place de contrats. Donc, ce document, il était en Word, Times New Roman, comme je le disais tout à l'heure, et ils nous ont sollicité pour qu'on puisse rendre ça beaucoup plus visuel. Et en fait, le point de départ, rien que pour nous, et même moi, en tant que juriste, quand j'ai pris connaissance de la procédure et qu'on a commencé à leur restituer visuellement les choses, en fait, elles nous ont dit, ah oui, vous voyez ça comme ça, mais en fait, on n'a pas voulu dire ça et on ne voyait pas exactement les choses. Et ils nous ont dit, effectivement, si toi, Stéphanie, en tant que juriste, tu ne comprends pas la procédure ou en tout cas, tu n'en perçois pas tous les détails, comment les opérationnels qui n'ont pas leur œil de juriste peuvent le percevoir correctement. Donc, on voit bien que c'est aussi une question de communication entre les professionnels du droit et les clients. Et c'est vraiment ça qui est vraiment important. Et alors, c'est vrai que dans tout ça, il y a ce sujet de priorisation. Anne-Hélène, tu le disais, tu as peut-être quelque chose à nous partager là-dessus? Oui, effectivement, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est de savoir, voilà, avoir une feuille de route avec quel est le cap déjà, puis ensuite, quelles sont les différentes étapes pour y parvenir. Et pour ça, je voulais vous partager, je ne sais pas si tu peux avancer un tout petit peu, une méthode que j'utilise beaucoup, que certains d'entre vous connaissent peut-être, pour déterminer des objectifs. C'est un outil qui est extrêmement utile, qui peut être utilisé pour la gestion de votre cabinet, de votre étude, mais aussi pour les missions avec vos clients, etc., c'est de définir à chaque fois des objectifs dits SMART. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre objectif, il doit répondre à 5 critères. Ça veut dire qu'il doit être rédigé, explicité de manière spécifique, précise. Il doit être mesurable. S'il me dit, il faut savoir quand on veut faire du saut à la perche, où elle est la perche, pour savoir après si on a réussi à l'atteindre ou pas. Donc pour ça, il faut pouvoir se dire à la fin de la période, est-ce que j'ai réussi ou pas à passer cet objectif? Et si on ne mesure pas, si on ne quantifie pas, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que ce soit atteignable.
Il faut que ce soit réaliste. Alors, réaliste, atteignable, c'est parfois un petit peu confondu. Réaliste, c'est au sens de relevant en anglais, qui veut dire, voilà, qui ait du sens pour tous, qui soit accepté par tous. Et le dernier point, c'est que l'objectif, il doit être temporel, c'est-à-dire limité dans le temps. Par exemple, je me dis, je veux automatiser pour le 31 décembre un contrat. Voilà, peu importe. Voilà, c'est pour le 31 décembre, c'est un contrat. Et au 31 décembre, bah, je peux savoir si mon objectif il a été atteint, puisque c'est bien spécifique, mesurable, etc. C'est bien smart. Alors, il y a une version française qui s'appelle Malin, mais c'est un petit peu l'équivalent. Pourquoi mesurer? Me direz-vous, eh ben en fait, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Mesurer, en fait, ça permet de comprendre, ça permet de motiver, et c'est aussi important pour impliquer et intégrer l'ensemble des collaborateurs à une démarche. Parce qu'un projet, il doit être partagé, et ce dès le début de la réflexion. Moi, je suis assez convaincue de ça. Il faut vraiment engager les équipes dans une démarche d'innovation. On voit énormément de projets digitaux notamment, hein, mais de projets au sens large aussi échoués, faute d'intégration des différentes équipes. Les chiffres, je les ai pas en tête, mais ils sont vraiment considérables. Alors moi, je fais parfois l'analogie pour certains qui va peut-être vous parler. Je ne sais pas si vous, j'ai encore parlé de la mer. Je suis désolée, j'avais pas réfléchi à la question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome du château de sable? Quand un enfant il va sur la plage, il voit un château de sable, la première chose qu'il va faire probablement, c'est d'aller le casser pour faire son propre château. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas participé à la construction. Donc c'est vraiment essentiel de faire participer tout le monde, sinon vous risquez de vous faire casser votre château de sable dont vous étiez très très fier en présentant votre projet au reste de l'équipe. Donc c'est un exemple qui est plutôt simple normalement à comprendre. L'idée, voilà, engagez vos équipes, faites-les participer, c'est vraiment important. Et alors, pour aller encore au soutien de ça, Anne-Hélène, je reviens à notre intervention auprès de cette entreprise d'assurance où en fait la directrice juridique a pris justement la décision d'impliquer tout le monde dès le début. Ça veut dire que pour la mise en place du legal design au sein de leur équipe, elles nous ont fait intervenir sur place. Donc, on s'est rendu dans l'entreprise et on a animé un atelier legal design. Donc, après avoir exposé brièvement ce qu'était le legal design, on les a fait travailler. En fait, le fait que tout le monde mette la main à la pâte et, j'allais dire, perçoive le changement qui pouvait se produire, en fait, c'est assez magique parce que ça, tout le monde, il y a une espèce d'émulation collective aussi. Elles se sont challengées aussi sur la façon de dessiner ou de représenter certaines choses, parce que oui, on passe par le dessin, pas que, mais ça en fait partie. Et ça démystifie énormément les choses. Et quand on avait fait après le tour de table à la fin, elles étaient en réalité épatées parce que ce qu'elles ont vécu pendant cet atelier tout ensemble, puisque c'était que des femmes en l'occurrence, voilà, elles n'avaient pas en tête en fait l'opportunité que ça pouvait présenter. Et elles ont vraiment été ravies et ont démystifié en fait le fait que le legal design, c'était pas juste des dessins, mais que ça apportait beaucoup plus de choses. Et en fait, le fait de faire ce premier pas, ça leur a permis aussi de mettre en perspective et de se dire peut-être qu'on pourrait faire ça dans tel et tel domaine. Enfin, vous voyez, une fois que l'équipe est sensibilisée, je pense que c'est un peu, on en parle beaucoup, mais c'est d'être aussi en collaboration au niveau de l'équipe, parce que chaque membre de l'équipe peut avoir une idée. Quand on parle de brainstorming dans les méthodes d'innovation, ça en fait partie, c'est d'écouter toutes les idées, parce que peut-être qu'une idée plus une autre, ça va faire réellement un changement au sein de l'équipe et donc au bénéfice des clients et du développement de la structure, puisque évidemment, c'est aussi l'objectif, c'est de pouvoir gagner du temps et d'être toujours dans la rentabilité et le développement. Juste par rapport à ton exemple, Anne-Hélène, j'en profite juste pour glisser qu'automatiser un contrat pour le 31 décembre, c'est largement faisable. C'est réaliste, atteignable et réaliste. Exactement, ça coche toutes les cases. Donc, du coup, la clé de ce frein numéro 4, vous l'avez compris, c'est de bien identifier les besoins des clients et de l'équipe pour commencer par l'essentiel. S'il y avait un début à prendre, c'est bien celui-là. Du coup, on a passé en revue nos 4 freins. Donc, vous voyez, au final, on a les phrases de départ que
vous pouviez vous dire. Et puis, on a du coup les pendants pour chaque. Si on les reprend brièvement, le métier, c'est toujours pratiqué comme ça. Oui, mais on peut aussi se dire qu'on peut changer de posture et aller voir ce qui peut se passer ailleurs, en ayant évidemment toujours en tête les règles qui sont propres à notre profession. Mais c'est très important de pouvoir enrichir nos pratiques métiers, puisque on le sait, les clients, voilà, ils sont sur Internet. Il y a vraiment, le monde bouge énormément en ce moment, donc aller s'inspirer de ce qui se fait est vraiment très important. Le fait de perdre du temps, parce que évidemment on est plus polarisé sur nos dossiers que passer du temps à innover, comme je vous l'ai expliqué, et Aurélien aussi, c'est d'analyser finalement ce qui vous prend le plus de temps pour voir si ces parties-là, on ne peut pas standardiser les choses et aller vraiment à la chasse au temps perdu de cette façon-là, pour avoir le temps de réfléchir et de prendre du recul. Parfois, en formation avec Sabine, on utilise et je me mets complètement dedans, mais vous savez, le petit animal me fait défaut pour l'instant, mais la souris qui est dans son petit tourniquet, là, voilà, on est souvent un petit peu comme ça au quotidien, on ne s'arrête pas, mais vraiment, c'est très, très bénéfique. J'ai pas les moyens d'un tel investissement, voilà, c'est prioriser les choses pour voir où se trouve la valeur ajoutée. Je pense que ce couple-là est très important. Investir là où vous pourrez percevoir un réel gain, et ça vous donnera ensuite envie d'investir. Si c'est un frein, faire un premier pas là-dessus, c'est très important. Et je ne sais pas par où commencer. Voilà, on est centré client et équipe. Gagner du temps pour les équipes et puis aller à la rencontre de notre client. Alors d'ailleurs, deuxième sondage, puisqu'on avait le premier sondage en début d'intervention. Maintenant que l'on vous a présenté ces différentes clés, on va vous demander, après cette présentation, quelle est la clé que vous auriez envie d'activer. Donc, je lance le sondage et vous allez pouvoir y réagir en direct, voilà, pour voir on avait vu que c'était sur « je ne sais pas par où commencer ». Est-ce que désormais, ça a un petit peu changé votre point de vue? Alors, ça y est, tout le monde se... Merci pour votre participation au sondage. Ah oui, donc pour l'instant, c'est le fait d'analyser les tâches les plus chronophages avec l'identification des besoins clients juste derrière. Voilà, pour l'instant, à 47%, vous nous dites que ce qui vous parle le plus, c'est d'analyser les tâches les plus chronophages pour trouver les solutions qui vous feront gagner en efficacité. C'est vrai qu'on a tous des petits cailloux dans la chaussure, comme ça, des choses qui nous empêchent d'avancer correctement au quotidien, et quand on peut les identifier pour les limiter, après on avance beaucoup mieux. Je vais partager avec vous les résultats. Ouais, c'est assez net quand même. Et d'ailleurs, du coup, vous recevrez par la suite, on le rementionnera, mais il y aura justement un support que vous recevrez par la suite, justement pour vous aider à analyser les postes qui sont les plus chronophages pour vous, et voilà, pouvoir analyser votre situation personnelle et prendre les actions qui peuvent solutionner ça pour gagner en efficacité. Oui, tout à fait. Dans l'email, vous aurez plusieurs choses. Vous aurez un questionnaire qu'on vous remercie par avance de bien vouloir répondre, quelques bonus, et puis le replay aussi du webinaire du jour pour que vous puissiez reprendre certains points qui vous sembleraient intéressants. Et du coup, si on doit retenir un petit peu quelques pistes, l'idée, c'est de dégager du temps pour l'important dont l'innovation fait partie. Ça, c'est le premier point que je retiendrai.
C'est ça, on a aussi optimisé les coûts dans la durée, donc en segmentant en sous-tâches les différents sujets que vous avez identifiés pour pouvoir les affronter entre guillemets dans le temps plutôt que en one shot et certainement baisser les bras assez rapidement. Et on a aussi donc structuré de manière optimale les process pour se concentrer sur votre expertise et sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Et donc ça, c'est autant de l'automatisation de rédaction ou de la gestion contractuelle que sur des outils de legal design, que sur d'autres outils que tu as mentionnés, Anne-Hélène, pour faciliter et optimiser la gestion de votre structure. Et puis on l'a dit aussi, c'est fidéliser la clientèle et l'équipe. Et je reste persuadée qu'on a aujourd'hui un travail en tant que professionnel du droit sur la construction de notre image de marque. Alors oui, on a notre image de marque d'avocat, mais qui est peut-être un petit peu poussiéreuse. Et justement, en allant vers de l'innovation, on va donner une nouvelle image à la clientèle et à l'équipe. Et c'est vraiment de réfléchir à un changement cohérent qui va créer une image de marque qui soit intéressante pour le développement de votre structure. Complètement. Alors moi, je retiendrai aussi que améliorer sa performance, c'est donc aussi, c'est beaucoup améliorer sa rentabilité. Voilà, quand on est plus performant, et bien, nécessairement, on est plus rentable. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est essentiel. Et puis, dans toute démarche d'innovation, il faut aussi créer une routine parce qu'on se fait vite rattraper. Le naturel reprend très vite ses droits. Donc, essayer de se caler dans son agenda des moments un petit peu dédiés à cette réflexion-là, c'est vraiment important. Parce que si on fait ça de façon trop chaotique, ça peut aussi générer de la frustration. Donc, essayer d'avoir une routine pour bien impliquer tout le monde, c'est important. Et puis, le dernier point, c'est probablement d'oser, parce que c'est vrai qu'en tant que professionnel du droit, on peut avoir notre image, notre stature qu'on ne veut pas égratigner ou par peur du ridicule, mais qu'est-ce que les clients vont penser? Mais en fait, il y a une chose qui est simple, les clients, ils n'attendent que ça, que l'on change et qu'on mette un peu plus de fun, de peps dans nos interventions. Parce que oui, on traite de sujets sérieux, mais ça veut pas dire, innover ne veut pas dire qu'on ne les prendra pas davantage au sérieux. Au contraire, on va aller encore plus à leur rencontre et ils seront encore plus à l'écoute de nos compétences si on arrive à les aborder différemment. Et ça, vraiment, j'en suis à 200 ou 300% convaincue. Tout à fait. Donc, pour résumer, on pourrait dire, voilà, oser innover. Tout simplement, je pense que ça résumerait assez bien nos propos du jour. Vous avez peut-être des questions, donc on s'était donné 45 minutes, ouais, il est juste pile poil. Ah ouais, 45 minutes. Donc on a un petit peu. On n'aurait pas réussi. C'est clair. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager par le chat ou par l'onglet questions-réponses. Nous sommes à votre disposition pour le faire. Alors, je vais arrêter le partage, comme ça vous nous verrez aussi peut-être mieux. Non, vous pourrez aussi poser les questions, je pense, par retour du mail que vous recevrez avec les différents éléments que tu as mentionnés, Anne-Hélène. Voilà, encore une fois, soit sur des sujets d'innovation au sens large ou plus spécifiquement sur votre situation ou la manière d'aborder tel ou tel changement, telle ou telle optimisation. On sera évidemment ravis d'y répondre. Tout à fait. Bon, il n'y a pas trop de questions, même si le moment de timidité normalement est passé. Il n'y a pas la première question qui fait que d'autres suivent. Bon, mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, c'était clair. Voilà, c'est qu'on a été clair. Merci de votre participation. En tout cas, on a été ravis de vous présenter cela. Et puis, de toute façon, vous aurez nos coordonnées par la suite. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des envies d'approfondir. On est tous les trois à votre disposition.
Tout à fait. Merci à tous et puis à bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. À bientôt. Merci. Bonne journée. Bon Au Au revoir. après-midi. revoir. Au revoir.